Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau. Aujourd'hui, nous allons parler des enjeux de la cohésion sociale dans un contexte de renouveau démocratique. Et pour parler de cohésion sociale, il convient de s'accorder sur la définition de ce concept qui a évolué depuis 1893. Le Conseil de l'Europe l'a défini en substance comme étant la capacité de la société à assurer le bien-être de tous, ce qui implique d'éviter les disparités et les polarisations. Avec nos invités, nous allons donc donner un contenu à ce concept, parler de la situation du Burkina Faso post-insurrection sur le plan de la cohésion sociale et des enjeux de cette cohésion pour un renouveau de la démocratie au Burkina Faso. Les échanges d'aujourd'hui ont lieu à l'initiative de l'OCADES, l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité, qui conduit le projet Consolidation de la démocratie et de la cohésion sociale au Burkina Faso de 2015 à 2017 dans un contexte post-insurrectionnel. Pour aborder ce sujet, nous avons 4 invités. Il s'agit de Monseigneur Paul Ouédraogo. Monseigneur Paul Ouédraogo est depuis le 13 novembre 2010 l'archevêque de Bobo-Dioulasso. Il préside la conférence épiscopale Burkina-Niger. C'est lui qui a également présidé la commission de la réconciliation nationale et des réformes. L'autre invité est Abdoul Karim Sango. Abdoul Karim Sango est juriste, membre de la CENI. Il a milité dans un parti politique, le Parent, avant de démissionner de ce parti par une lettre en date du 5 janvier 2016. Sur ce plateau, nous avons également Arsène Flavien Bationo. Il a plusieurs casquettes, journaliste, communicateur à l'OCADES, chargé de projet. Et il est aussi président du groupe de recherche en sciences et techniques de l'information et de la communication. Monsieur Bationo est l'auteur de plusieurs ouvrages. Nous avons enfin le professeur Fernand Sanou, qui est enseignant-chercheur à la retraite. Il a participé à la formation de nombreuses élites à l'université de Ouagadougou. Merci à tous d'être venus. Monseigneur, est-ce que vous êtes d'accord avec l'approche que l'Union européenne défend pour parler de cohésion sociale? Oui, d'emblée, c'est vrai. Merci d'abord pour cette occasion que vous nous donnez d'avoir ce débat. La perception de l'Union européenne, ça se comprend. Que quoi que vous vouliez, n'est-ce pas, dans une société, si on veut pouvoir vivre ensemble et que le vivre ensemble aussi soit épanouissant pour le plus grand nombre, il faut réellement s'entendre sur un minimum. Il faut qu'on puisse compter les uns sur les autres pour le respect de certaines valeurs de tolérance, certaines valeurs de fraternité, certaines valeurs également, j'allais dire, pour regarder l'avenir ensemble. Et même, il faut compter sur certaines valeurs comme le pardon, la réconciliation, parce qu'il n'y a pas de vie communautaire sans friction. Donc c'est tout cela qui permet de bâtir une cohésion sociale. Alors, Monsieur Sanou, vous êtes enseignant-chercheur à la retraite. Si vous devez parler de cohésion sociale, sur quoi vous mettrez l'accent? Je pense que, comme l'a dit Monseigneur, la définition de l'Union européenne est correcte. C'est vrai que dans les années 1893, on avait commencé à parler de solidarité. Mais on a vu que ce n'était pas suffisant et qu'il fallait passer à une étape, je dirais, beaucoup plus complexe, plus complète, qui est, n'est-ce pas, de faire en sorte qu'effectivement, au niveau des membres d'une même société, il y ait ce minimum de bien-être partagé, il y ait le minimum, n'est-ce pas, d'écart entre, n'est-ce pas, les individus, et qu'il y ait aussi des moyens pour permettre aux uns et aux autres, finalement, n'est-ce pas, d'avoir une certaine protection sociale, de ne pas être complètement livré à la merci de n'importe quel phénomène qui arriverait, etc. Donc je pense que de ce fait-là, c'est quand même un concept assez dynamique, c'est-à-dire que ce n'est pas figé une fois pour toutes. Chaque fois, n'est-ce pas, que la société bouge, rencontre de nouveaux problèmes, il faut arriver à trouver des mécanismes pour y répondre afin de mettre tous les citoyens, j'allais dire, un peu à l'aise, pour vivre ensemble. Comme l'a dit
sociologue Alain Touraine, vivre ensemble, égaux et différents. On ne demande pas que tout le monde soit pareil, mais on demande de soi quand même qu'il y ait ce minimum qui fasse de soi qu'on veut vivre ensemble et qu'il n'y ait pas de gens qui s'envolent vers la Lune, cependant que d'autres, ne pas, s'enfoncent dans la Terre, etc. Il y a au moins, n'est-ce pas, ces minimums-là. Et c'est pourquoi, justement, on dit qu'il faut lutter contre, n'est-ce pas, les trop grands écarts d'inégalité, de manière, n'est-ce pas, c'est que vraiment les gens se sentent quand même un peu, j'allais dire, en famille, si on peut dire. Alors, M. Bationo, vous êtes journaliste, communicateur, chargé de projet à l'OCADES. Quand on parle d'inégalité, est-ce que l'OCADES se sent concerné pour lutter contre cela? Oui, absolument. L'OCADES se sent concerné parce que sa mission fondamentale, d'ailleurs, c'est de venir en aide aux couches les plus vulnérables. Donc, effectivement, lorsqu'on parle de cohésion, nous savons tous que la société ne peut évoluer que si elle repose sur des valeurs, des principes bien définis. Et le non-respect de ces principes-là entraîne souvent des frictions et des conflits. Et c'est pour cette raison que la cohésion sociale est importante. Et qui parle de cohésion sociale parle justement d'homogénéité et parle aussi de vie en parfaite intelligence, en parfaite symbiose. Donc, c'est véritablement l'une des missions fondamentales de l'OCADES Caritas Burkina à travers ces différents projets et programmes qu'elle exécute sur le terrain. Monsieur Sango, le juriste que vous êtes, voyez la situation de la cohésion sociale comment? Non, je pense que le fond du problème, c'est comment préserver la dignité de tous. En fait, le cœur de la cohésion dans une société, c'est cela. Et quand vous prenez tous les instruments de protection des droits humains, toute la philosophie est bâtie sur la nécessité de garantir la dignité des uns et des autres. Ce qui ne signifie pas qu'il ne va pas avoir des différences entre les gens, puisque même en tant qu'être humain, dans la conception du bon Dieu déjà, il y a une différence qui apparaît. Mais c'est comment à la fois préserver cette différence, mais tout en permettant aux gens de vivre dignement. C'est ce qui explique que il y a beaucoup. Quand vous prenez les constitutions, il y a beaucoup de droits qui sont garantis, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit au travail, etc., etc. Parce que si tous ces droits ne sont pas d'une certaine façon garantis, on va avoir une société à double vitesse avec de grands écarts. À partir de ce moment, ceux qui n'en ont pas regardent ceux qui en ont un peu trop comme des ennemis, ceux qui en ont un peu trop regardent ceux qui n'en ont pas comme des moins que rien. À ce moment, on rentre dans la confrontation. Donc, la question interpelle les juristes, en tout cas du point de vue de la philosophie des droits de l'homme. Alors, Monseigneur, vous avez l'habitude de dire qu'on a besoin de tous, que ce soit celui qui est très riche, celui qui est moyen, celui qui est pauvre. Comment est-ce que chacun peut jouer sa partition dans ce Burkina Faso pour qu'il y ait la cohésion sociale? Il faut absolument que les Burkinabés se rendent compte qu'ils sont une famille. Et il faut qu'ils cultivent le sentiment d'appartenance à cette famille. Et avec le sentiment d'appartenance à une même famille, vous savez, ceux qui en ont beaucoup finissent par se poser la question de savoir comment ils peuvent se faire solidaires de ceux qui en ont moins. Et ceux qui en ont moins finissent par se poser la question de savoir comment est-ce qu'ils peuvent s'organiser pour produire un peu plus. Et donc, il faut mettre en place les mécanismes qui permettent d'avoir la famille comme étant un bien commun. Et tout le monde essaie de voir comment préserver ce bien commun. Voilà. Les inégalités sont là pour interpeller les solidarités aussi. Et en fait, quand les pauvres se rendent compte qu'on ne les regarde pas de haut, parce que souvent d'ailleurs, ceux dont ils ont besoin, avant même le matériel, c'est que leur dignité au moins soit reconnue, leur dignité de personne humaine. Et le sourire à un pauvre, l'attention à un pauvre pour lui parler, la considération qu'on lui apporte est beaucoup plus importante quelquefois que le bol qu'on lui jette. Et donc, dans la cohésion sociale, il faut réellement faire en sorte que ce sentiment d'appartenance à une même famille où nous devons organiser le vivre ensemble, il faut que ce sentiment d'appartenance soit réel. Alors, certains disent que dans la cohésion sociale, il y a trois mots, l'égalité, le lien social et l'unité. Professeur Sanou, est-ce qu'au Burkina Faso, on peut arriver à mettre ces trois mots-là ensemble?
il faut y arriver parce que lorsqu'on a finalisé l'étude prospective Burkina 2025, une des bases, c'était, n'est-ce pas, que nous voulons une nation unie, solidaire, qui progresse, qui soit forte de droits et qui rayonne sur la scène internationale. La question de l'unité, c'est fondamental parce que si vous n'êtes pas unis, comment est-ce que vous pouvez même travailler ensemble de manière à vous positionner par rapport aux autres? Aujourd'hui, on parle de globalisation, de mondialisation, mais c'est quand même, n'est-ce pas, un village où chacun a sa maison, où tu rentres, prendre des forces et ressortir afin de continuer. Mais si tu n'as même pas de maison, ou bien sa maison, bon, tu ne peux même pas y entrer, parce que là-bas, c'est l'enfer. Où est-ce que vous allez aller? Donc, je pense qu'au niveau de l'histoire, effectivement, du Burkina, nous devons faire attention à cet aspect-là, qu'il faut renforcer, n'est-ce pas, l'unité. Et l'unité se renforce par le biais de la cohésion. Si vous ne vous entendez pas sur le minimum, si vous ne vivez pas à partir des mêmes principes partagés, comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, vraiment vous mettre ensemble pour affronter les autres? Enfin, je parle d'affrontement parce que bon, cette mondialisation est devenue une scène d'affrontement, hein, puisque chacun veut se positionner sur le plan économique, sur le plan géopolitique, etc. Et pour se positionner, vraiment, on parle, n'est-ce pas, d'égalité, enfin pas d'égalité, j'allais dire arithmétique, hein, mais quand même qu'il n'y ait pas de fracture sociale, telle que, bon, il y en a qui sont bien loin de nous et des autres traînant ça derrière. Et même malheureusement, dans nos villages, on se rend compte qu'aujourd'hui, ce sont des aspects qui sont en train de se perdre. Parce que si vous allez dans le village, bon, vous êtes l'aîné, on va vous respecter. Mais attendez que le cadet là derrière, qui a l'argent, arrive. Vous verrez que ça a déjà changé. Et ça, c'est dangereux parce qu'on ne peut pas vraiment bâtir une nation juste, n'est-ce pas, sur l'avoir. Et même le monde entier ne peut pas se bâtir juste uniquement sur l'accumulation économique. Ça, bon, c'est un préalable. D'accord. Monsieur Bationo, vous êtes au niveau de l'OCADES. L'OCADES, dont le S signifie solidarité. Qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau de l'OCADES pour donner à ceux auprès de qui vous agissez une dignité? Je pense que le respect de la dignité humaine est très important, effectivement, dans les interventions de l'OCADES Caritas Burkina. C'est pour cette raison que nous œuvrons, bien sûr, pour lutter contre l'assistanat. Il faut véritablement responsabiliser les populations afin qu'elles soient maîtresses de leur destin. Donc, à travers des projets, des programmes qui permettent de renforcer la résilience des populations, des interventions dans le domaine de l'agriculture, de l'hydraulique. Vous savez que nous avons été confrontés à des problèmes d'hydraulique au Burkina Faso il n'y a pas longtemps. Donc, tous ces éléments-là permettent de renforcer, bien sûr, la solidarité et la cohésion sociale. Et quand on parle de cohésion sociale, nous savons tous qu'une société ne peut pas évoluer sans repères. Une société qui n'a pas de repères est assimilable à un bateau sans gouvernail. Donc, il est évident que le naufrage sera certain. Donc, aujourd'hui, le Burkina Faso est un héritage multiséculaire et il nous appartient tous, individuellement et collectivement, de travailler à le léguer aux générations futures, effectivement en prenant en compte ces différentes dimensions et en faire en sorte qu'on ne le lègue pas en lambeaux, mais qu'on le lègue de façon rayonnante. Est-ce qu'il y a un projet emblématique dont vous pouvez parler? Oui, il y a plusieurs projets dans le domaine de la sécurité alimentaire et justement dans le domaine de la cohésion sociale. Le projet dont vous avez parlé fait partie justement des interventions de l'OCADES Caritas Burkina pour cette question de solidarité et de cohésion sociale. Alors, Monsieur Sango, vous êtes juriste. Quand on parle de cohésion sociale, on voit aussi, vous avez parlé tantôt de droits humains. Aujourd'hui, quand on regarde égalité, unité, est-ce qu'on est sûr, on a les mêmes chances devant la justice au Burkina Faso? Bon, au moins les textes le prescrivent. C'est déjà une étape, puisque l'article 1 de la Constitution, que tous les Burkinabés devraient connaître, c'est que nous naissons égaux devant la loi et que toutes les formes de discrimination fondées sur la race, le sexe, l'ethnie, etc., sont prohibées. Donc, de ce point de vue, en tout cas formellement, la Constitution, que le texte sacré, pose le principe. Et puis après, vous avez plein de textes au plan international qui sont des engagements du Burkina. Alors après, il y a des politiques qu'on tente de mettre en œuvre. Est-ce que ces politiques sont efficaces? Est-ce qu'elles ne sont pas efficaces? Je pense qu'elles ne sont pas toujours efficaces. Mais vous avez posé une question assez pratique.
Vous voyez là, en ce moment, il y a toute une discussion qui se mène sur la question des les mises en liberté provisoires, voilà, qui sont accordées à des personnalités. Évidemment, le citoyen, entre guillemets, ordinaire, il ne peut pas comprendre. Du coup, un mécanisme qui est un principe, puisque ce que dit le Code de procédure pénale, c'est que moi, pour me maintenir en détention préventive, ce doit être l'exception. La règle, c'est que, normalement, tous ceux qui sont à la MACO et tout ça, là, en fonction de la façon dont on a avancé dans l'étude de leur dossier et tout ça, s'il n'y a pas de risque qui en les mettant, en leur accordant la liberté et tout ça, le principe, c'est que le juge doit leur accorder une liberté provisoire. Mais comme dans ce pays, et vous avez entendu, beaucoup de citoyens disent ça. Ils vous disent non, il y a de petits voleurs de cabris, de pintades, etc., etc. Donc nous avons créé une certaine culture qui fait que ce principe-là n'est plus admis en tant que tel. Et évidemment, ça pose un problème de traitement égal des citoyens. Vous voyez là, les gens, ils ne sont pas là à l'école. Ils n'ont peut-être pas d'argent, mais ils réfléchissent. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Subitement, on nous dit, ah non, 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 que le principe, c'est la mise en liberté provisoire. Mais vous savez, je crois que le cadet doit en savoir davantage. Si vous vous promenez à la MACO ou dans les prisons civiles, le nombre de citoyens pour des faits mineurs, je vais dire, qui sont maintenus dans les prisons, ils sont nombreux. Donc, évidemment, il appartient au juge de donner plus de consistance, plus de matérialité à ce principe, non pas en tenant compte des origines sociales des gens, mais selon le principe du droit. Je suis tout à fait d'accord. Concrètement, par rapport aux libérations qui viennent d'avoir lieu, que dit la loi? Est-ce qu'au Burkina Faso, on est autorisé à maintenir quelqu'un en prison au-delà d'une certaine date? C'est ce que je dis. C'est combien? Je pense que, de mon point de vue, les juges ont fait une bonne application de la loi. Quand, en tout cas, j'écoute leur explication. Puisque ce qui est important en droit, c'est la motivation du juge. Ils vous disent, bah, telle personne, bon, nous n'avons plus de raison de les garder parce que l'instruction du dossier, voilà, il n'y a pas de risque que le monsieur disparaisse dans la nature. Sauf que ce que je dis, et c'est là que je suis d'accord avec une frange de la société burkinabé, je souhaiterais que ce principe, on l'applique aux autres détenus, qui souvent, pour des faits mineurs, et c'est ça qui heurte un peu. Du coup, donc, les gens, ils se disent, mais est-ce qu'on est tous des Burkinabés? Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, je pense que la question de l'unité, quand j'écoute souvent les Burkinabés, je me demande s'ils sont conscients des menaces qui pèsent sur nous. Ce qui fait que si nous n'allons pas fondamentalement dans une logique de créer une nation unie, mais nous allons nous créer des problèmes. Parce que l'adversité externe est beaucoup plus forte que ce que nous avons en interne. Donc nous avons intérêt déjà, par exemple le phénomène des djihadistes. Quand vous regardez les pays où ils frappent plus facilement, c'est vrai que dans les grandes démocraties, ils frappent. Mais nos États là, c'est parce que c'est des États bancals. Hein, comme on dit souvent dans notre jargon, c'est des républiques bananières, où il n'y a pas de cohésion, évidemment, où il n'y a pas d'unité, où il y a trop de gens frustrés. On construit sur tout cela. Donc je pense que nous avons intérêt véritablement, comme vous l'avez indiqué ici, à davantage nous unir, à comprendre que bon, nous sommes tous les membres d'une même famille et que ceux d'entre nous qui se sont trompés, nous devons travailler progressivement sans les marginaliser complètement, à les ramener au sein de la société. Donc je suis tout à fait d'accord. Monseigneur, est-ce que véritablement aujourd'hui il y a une menace à l'unité du Burkina Faso? Et vous avez été évêque à Fada, vous êtes archevêque de Bobo-Dioulasso. Est-ce qu'aujourd'hui il y a une menace à l'unité nationale? Bon, si on veut prendre le temps de bien regarder, la menace, elle est réelle. L'unité ne pourra jamais être quelque chose de servi sur un plateau. L'unité est toujours à construire. On a eu les insurrections des 30 et 31 octobre. On a voulu réagir contre un pouvoir qui était là depuis un certain temps, contre un système où les frustrations se sont accumulées, surtout chez ceux qui n'avaient pas grand-chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé même lors de cette insurrection? On a voulu protéger
protester, mais en protestant, qu'est-ce qu'on a fait? On a versé dans la violence aussi tout de suite. Et on a utilisé du feu, on a utilisé même plusieurs jours après après avoir obtenu ce qu'on voulait, on a continué de brûler des maisons. Et ça, quand c'est comme ça veut dire que l'unité est menacée. Et bon, on l'a vu encore pour les élections que nous venons de vivre. Vous avez vu les élections présidentielles, les élections législatives. On a senti une campagne un peu civilisée, comme on dit. Les choses se sont bien passées, mais on a vu ce qui s'est passé pour les municipales. On a vécu comme un recul où il y a eu des empoignades, il y a eu de la violence, au point que dans certaines communes, on n'a pas pu organiser les élections. C'est qu'il y a problème et il y a péril en la demeure. Il faut réellement qu'on ouvre les yeux et qu'on sache que si on ne maîtrise pas un peu plus tous ces mécanismes de protestation, ces mécanismes, j'allais dire, d'expression de la frustration, c'est sûr qu'on peut aller très loin, on peut détruire même ce à quoi on tient le plus. L'unité, réellement, c'est toujours une menace et elle restera quelque chose qu'il faut construire tout le temps. Professeur Sanou. Je pense que pour abonder dans le même sens que l'évêque, la question de l'unité nationale est fondamentale pour les Burkinabés parce que nous sommes 63 nationalités et nous voulons quand même construire une nation. Actuellement, nous sommes un État-nation, hérité de la colonisation. Maintenant, il faut que nous soyons vraiment une nation, c'est-à-dire un ensemble de populations qui se prennent véritablement en main, qui ait un projet à long terme et qui travaillent, n'est-ce pas, dans la même direction. Et là, pour ça, ce n'est pas facile, parce que certains événements, dans les années 2012, 2000 combien, à Passagogo, entre les Peuls et puis les Boawa, pourtant qui sont des parents plaisanteries, pour, n'est-ce pas, des questions peut-être d'intérêt un peu économique, puisque le Peuls, les Peuls passaient le machin, etc. Finalement, cet accord qui a été obtenu, parce que ces deux populations, communautés, étaient originalement en conflit, mais ont décidé de résoudre ça, le conflit par plutôt des agressions verbales plutôt que physiques, d'où les parentés à plaisanterie, aux insultes, etc. Mais ça n'a pas tenu devant justement, n'est-ce pas, les nouvelles exigences dites économiques, de marché, etc. Il faut faire très attention, parce que justement, comme ce phénomène est en train de prendre de l'ampleur, il y a beaucoup de risques que la question de l'unité nationale vraiment se pose de plus en plus. Donc il faut vraiment très attention à cet élément-là. Alors justement, la parenté à plaisanterie, beaucoup la présentent comme une des valeurs sûres de construction de l'unité nationale au Burkina Faso. Donc, M. Sango, vous qui êtes juriste là, est-ce qu'il faut formaliser cette parenté à plaisanterie là, ou qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle résiste autant et qu'elle s'améliore pour consolider l'unité nationale? Bon, je pense que là où l'État n'est pas... il faut construire véritablement un État sur des bases qui sont déjà prévues dans un certain nombre de textes. Je ne crois pas que la parenté à plaisanterie, même formalisée, résisterait à une situation de grosse injustice, de déséquilibre entre les citoyens, etc. Je ne crois pas. Aucune parenté à plaisanterie ne peut prévaloir sur ce genre de choses. Si je prends le cas des conflits dont le professeur vient de parler, c'est un problème économique, d'espace vital, etc., etc. Donc, il appartient à l'État, avec les communautés, de bien s'organiser. Vous voyez, il faut bien identifier les espaces où chacun peut agir. Sinon, on va se flatter. On va rester là. Vous savez, même en Côte d'Ivoire, il y avait la parenté à plaisanterie. Donc, je crois qu'il y a un travail à faire. Deuxième élément, il faut éduquer les gens. Voilà. Il n'y a pas de miracle à faire. Le professeur, moi, l'évêque Baturo, il y a un type de discours que nous ne pouvons pas tenir parce que nous avons un certain niveau d'éducation, nous avons accès à un certain nombre d'informations. Ce travail, il faut le faire. Il ne faut pas croire que c'est de façon naturelle que nos communautés vont l'intégrer. Et de ce point de vue, je pense que la télévision, la radio, les ONG et tout ça sont davantage interpellés.
C'est à ce seul prix-là, évidemment, que je crois que notre parenté à plaisanterie, évidemment, peut servir. Puisque même entre des membres d'une même communauté, souvent les contradictions font que il n'y a pas d'entente, il y a une extrême violence. Je vous donne l'exemple de Dapelgo, où j'étais commissaire, quand on était aux élections municipales. Je vais pour comprendre ce qui se passe. Je suis en train de discuter avec les membres de la commission là-bas, avec la sécurité. Une partie de la population vient me voir et disent qu'eux, ils ont l'envie de voter. Que de venir installer les bureaux, eux, ils sont sortis, ils vont voter. Alors je dis, mais ça, c'est quelle histoire ça? On me dit que tout le village ne veut pas voter. Alors donc, je viens sur le site avec la sécurité. Évidemment, je vois une population qui s'organise. Les gens disent qu'ils ont l'envie de voter. Alors après, il y a deux individus qui sortent, qui disent, non, si vous installez les bureaux ici, il aura du sang. Alors il y a quelqu'un qui prend là, qui s'exprime à moi et dit, mais lui ne comprend pas pourquoi il va avoir du sang. Si vous ne voulez pas voter, vous restez chez vous. Il n'y a pas de bagarre. Mais ça, c'est un problème de sous-information de ce monsieur, mais en amont, c'est un individu qui est instrumentalisé par quelqu'un. D'où aussi le rôle des élites. Parce que ce sont elles qui manipulent tous ces concepts-là de façon dangereuse. Donc, pour me résumer, le droit n'y peut rien si au préalable on ne travaille pas sur ces aspects. Le droit, ce n'est pas une potion magique, hein, pas du tout. Monsieur Batiounou, vous êtes écrivain, vous avez écrit sur la situation post-insurrectionnelle au Burkina Faso. À votre avis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, je pense que nous avons déjà évoqué l'aspect de l'unité nationale. C'est vraiment le ciment de la vie en communauté, parce que c'est lorsque l'unité nationale est mise à rude épreuve que les irrédentismes et les violences que nous constatons s'installent. Donc il faut véritablement travailler à ce niveau. Il faut aussi mettre l'accent sur l'éducation, parce qu'on se rend compte à travers les comportements que nous constatons dans la ville, que parfois les parents démissionnent. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes, ils s'éduquent par les réseaux sociaux, donc on assiste à des déviances comportementales. Il faut véritablement mettre un accent à ce niveau. Il faut travailler aussi à donner le bon exemple. Lorsqu'on est gouvernant, il faut travailler à donner le bon exemple, parce qu'on parle de justice, quand on parle de cohésion sociale, il faut aussi la justice sociale, il faut bien sûr des comportements qui soient adaptés bien sûr au contexte. Et il faut aussi travailler à restaurer l'autorité de l'État, parce que l'État aussi doit pouvoir assumer ses prérogatives sans véritablement de couac. Monsieur Batiounou a lâché le mot éducation. Professeur, vous qui avez éduqué pendant longtemps et qui continuez d'éduquer, qu'est-ce qu'il faut faire quand dans des établissements on déchire le drapeau national, quand on pourchasse les professeurs, quand on arrive même à porter la main sur les professeurs? Qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? Une précision, nous avons instruit, mais nous n'avons peut-être pas éduqué. L'instruction, c'est la transmission de certaines connaissances, savoirs techniques. C'est pendant que l'éducation, c'est vraiment prendre la personne dans sa totalité et l'élever dans le respect de certaines valeurs et dans leurs pratiques. Aujourd'hui, on a un département de l'éducation nationale. Bon, c'est vrai, c'est un héritage. Mais en réalité, la partie éducationnelle, là, c'est un peu parti de côté. C'est vrai que quand la France a parlé d'éducation avec tous les enfants qu'ils ont arrachés des mains de l'Église, excusez-moi Monseigneur, et qu'on a amené pour les livrer à ce que quelqu'un appelait le hussard de la République, c'était, n'est-ce pas, pour les soustraire à un certain type d'endoctrinement, pour les mettre dans ce qu'ils appellent la doctrine, n'est-ce pas, de la République, pour que l'ensemble des enfants partagent les mêmes valeurs. Malheureusement, chez nous, c'est vrai, ce qu'on a appelé éducation, c'est la transmission de certaines valeurs au départ occidental, qui continue. Mais en réalité, la partie éducationnelle, c'est-à-dire formation de l'homme, a été plus ou moins négligée. Sauf peut-être dans certaines structures qui ont essayé de conjuguer transmission de connaissances techniques avec effectivement formation des hommes. Mais il n'y en a pas peut-être beaucoup. Sinon, la plupart, c'est ça. Et c'est pourquoi quand le professeur Joseph Kizero a présenté son ouvrage « Éduquer au péril », effectivement, il a mis l'accent sur non pas la transmission de connaissances de techniques, mais également la formation des individus. Sans cette éducation-là, effectivement, vous ne pouvez pas avoir quelque chose. Ce qui faisait la force des sociétés traditionnelles, c'était, n'est-ce pas, qu'effectivement,
on se basait sur, n'est-ce pas, l'éducation, c'est-à-dire la formation de l'enfant à ce qu'il devienne un membre correct et intégré de la société. Mais cet aspect, il faut qu'on revienne, n'est-ce pas, à ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont laissées de côté. Et aujourd'hui, on voit l'incivisme dont vous parlez, etc. Bon, mais c'est dû à quoi? C'est dû au fait, ne soit que le maître est regardé juste comme quelqu'un qui transmet des connaissances, etc. Bon, depuis qu'on a interdit, ne soit de chicoter les enfants à l'école, bon, ce sont maintenant les enfants qui sont même prêts à chicoter leur maître parce qu'ils ne sont pas d'accord avec. Mais ça, c'est un manque d'éducation. Oui, vous parlez de valeurs ancestrales. Quelles sont ces valeurs-là sur lesquelles on peut s'appuyer aujourd'hui? Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ces valeurs-là reposaient d'abord sur la crainte de la transcendance, la crainte de Dieu. Ça, cet aspect-là, c'était fondamental. C'est-à-dire, quand vous êtes un individu, que vous n'êtes pas relié à une transcendance, et que cette transcendance vous ordonne de vous relier aux autres, pour constituer une sorte de famille, finalement, vous n'êtes rien. Et donc, finalement, ces valeurs-là, c'est d'abord, n'est-ce pas, ça. Donc, respect, n'est-ce pas, de la transcendance de Dieu, la piété, respect, n'est-ce pas, des autres, et à commencer par les ancêtres qui sont les intermédiaires entre notre communauté actuelle et puis cela et Dieu. Et puis, naturellement, n'est-ce pas, les anciens. Ce qui m'amène quelquefois à plaisanter en disant que la gérontocratie, c'est mieux que la démocratie, parce que moins l'alternance là-bas est naturellement assurée. Mais bon, à moins d'être comme Mugabe, trop vieux, ne soit pas parti, etc. Mais bon, il y avait quand même l'intégrité. C'est-à-dire, par exemple, chez les Maliens, même chez d'autres populations de chez nous, communautés, on dit la mort vaut mieux que la honte. C'est-à-dire que l'homme doit avoir de lui-même un certain respect et une certaine considération partagée ne soit par les autres. Si vous n'avez plus ça, vous n'avez rien. Parce que votre valeur, c'est lié, n'est-ce pas, à la manière dont les autres vous considèrent. Si vous n'êtes plus considéré, votre vie n'a plus aucun sens. Monsieur Sango, vous êtes également enseignant. Vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a quelque chose que les enseignants eux-mêmes doivent faire pour reconquérir le respect des élèves ou qu'est-ce qu'il faut? C'est un vaste projet. Hein. L'émission ne peut... Non. En off, on en parlait, hein, on discutait. La question, elle est systémique. Voilà. On ne peut pas... Parce que l'éducation, comme on a coutume de le dire, ça commence aussi dans la famille, dans la cellule familiale. Mais aujourd'hui, la cellule familiale, elle représente quoi encore? Elle-même, elle est en danger, elle se cherche. Alors, on sort de là, on va à l'école, le système éducatif, où on se contente d'instruire les enfants. Mais ce qui est curieux, si vous prenez la loi d'orientation sur l'éducation nationale, vous allez voir dans les principaux objectifs où on dit d'enseigner les valeurs aux enfants. Mais là encore, on se situe du point de vue formel. Mais regardez les établissements privés qui pullulent à Ouagadougou. Je ne sais même pas si on y fait de l'instruction. Je suis tombé sur un rapport là, de 2013. Ils ont fait une enquête sur les établissements d'enseignement privé, un certain nombre. 100% de ces établissements-là n'avaient pas été créés conformément au cahier de charge et tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on diffuse aux enfants? Quand vous prenez la télévision, moi c'est un exemple qui me sidère, et je le dis chaque fois. Regardez les programmes de télévision que vous diffusez à longueur de journée, notamment les films brésiliens, les quoi. On a des problèmes avec nos enfants qui sont devenus accros de cela. Mais quelles sont les valeurs qui sont... Alors, donc, qu'est-ce que nous on peut bien faire quand les gens ils nous arrivent à un certain stade, déjà à l'ENAM ou à l'université? Voilà. Alors, après, il faut peut-être demander au Monseigneur, comme eux, ils ont la puissance de la prière, peut-être. Voilà. Donc, je crois qu'il faut le prendre vraiment de façon systémique. La question est tellement sérieuse qu'il faut en faire un débat national, parce que c'est le fondement, si on veut, asseoir une société solide. Voilà. Monseigneur, l'Église avait été éjectée de l'éducation nationale à un moment et l'Église est revenue dans l'éducation. Quelles sont les valeurs que l'Église promeut dans ces établissements?
Bon, en fait, pour l'Église, l'éducation est un droit parce que, en fait, sans éducation, vous ne pouvez pas avoir une société, vous ne pouvez pas avoir une communauté. Une société est réunie autour d'un certain nombre de valeurs que les membres partagent. Et il faut réellement de la transmission de ces valeurs. Et le principe éducatif, c'est que ceux qui sont responsables, donc, et de même les adultes, ceux qui sont, j'allais dire, en haut, doivent comprendre qu'ils sont les premiers à être interpellés par les valeurs familiales. Et donc, ce sont les premiers à les mettre en pratique. Et on n'éduque pas, on ne peut pas éduquer, j'allais dire, en indiquant la route qu'il faut prendre. On prend la route et on appelle les gens, suivez-moi. Or, en fait, de plus en plus, on assiste effectivement à ce phénomène où, bon, on veut éduquer, mais celui-là même qui est devant et qui veut transmettre les valeurs, au fond, lui-même, il n'y croit pas, donc il ne s'y engage pas non plus. Donc, nous passons tout notre temps, au fond, à nous plaindre les uns des autres, mais il n'y en a pas un qui est prêt à se ressaisir pour dire que, bon, moi, je vais me mettre devant, suivez-moi. Et l'incivisme, il est en train de se généraliser. Par contre, on remarque aujourd'hui, il y a de la transmission de l'incivisme. Moi, je suis effrayé quand je vois un père de famille ou une mère de famille avec 2 enfants au dos qui arrive, qui brûle un feu rouge. Non pas pour elle, elle est responsable, ça c'est de l'incivisme. Mais moi, j'appelle ça de l'incivisme doublé d'arrogance et d'irresponsabilité. Parce que les enfants qui sont derrière la moto, ils doivent comprendre quoi? Maman dit que quand on est pressé, en fait, on peut brûler le feu. Papa dit que non, quand le rond-point il est trop long, on a le droit de le prendre en sens contraire. C'est ce qu'il comprend quand il est assis, s'il ne conduit pas. Et je pense qu'on est en train de transmettre petit à petit l'incivisme, au lieu peut-être de faire un effort pour que l'éducation civique, l'éducation à un certain nombre de valeurs, le respect d'un certain nombre de symboles puisse être déjà présent non seulement dans les familles, mais également à l'école. Et donc, quelles sont les valeurs que vous souhaiteriez qu'on transmette à la génération future? Mais il y a d'abord le respect de la dignité humaine, de savoir que toute personne humaine a droit à de la considération. Et apprendre à un enfant à ne pas se moquer de quelqu'un qui est malade, à ne pas se moquer d'un handicapé, à ne pas se moquer, même j'allais dire, d'un malade mental. Ça s'apprend. Donc toute personne a droit à de la considération et au respect de sa dignité, quelle que soit la situation dans laquelle elle se trouve ou elle se présente. Je pense que c'est indispensable. L'intégrité, l'honnêteté. Dans une société où, en fait, on ne se donne pas un point d'honneur d'être honnête, d'être intègre, alors bon, tous les dérapages après sont permis. Et lorsque c'est même ceux qui sont devant et qui donnent les exemples et de non-intégrité, de malhonnêteté, bon, ceux qui sont derrière montrent qu'ils sont capables de faire plus. Et c'est cela qui se passe, qui fait que devant certains phénomènes, et on a l'impression d'être dépassé, mais il faut seulement que chacun, d'abord à son propre niveau personnel, décide de se comporter en fonction des valeurs qu'il connaît, de les respecter, et ensuite d'inviter également les autres à les respecter. Monsieur Batunou, est-ce qu'à l'école, il faut prôner un retour du bâton? Bon, je pense qu'à un certain moment, il faut ménager la carotte et le bâton parce que lorsqu'on sensibilise et qu'il n'y a pas d'effet immédiat, il faut aussi quelquefois mettre de la coercition parce que nous avons des personnalités avec leur façon de voir les choses. Donc, je pense que la coercition est quelquefois nécessaire. Et effectivement, dans le cadre de l'éducation, de la transmission des valeurs, dans le cadre du projet Démocratie et Cohésion sociale, nous avons initié des formations au profit des élèves déjà sur la question du civisme. Parce que, comme vous le savez, l'UNESCO dit que les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut ériger la défense de la paix. Donc nous avons vraiment mis l'accent sur la jeunesse afin de lui inculquer des valeurs qui vont lui permettre de grandir et d'être parmi les citoyens les plus responsables demain. Nous avons aussi travaillé à éduquer les jeunes leaders sur le peace building, la construction de la paix et la cohésion sociale également. Ce sont autant d'actions qui vont permettre de placer ces valeurs-là vraiment dans le comportement de ces jeunes-là pour qu'ils soient des citoyens responsables demain pour le pays. Professeur Sanou, est-ce qu'il faut un retour du bâton à l'école? Enfin, ça dépend de quel bâton.
Si c'est le bâton physique, bon, il faut essayer, mais encore que peut-être il n'y aura pas assez de bâtons pour taper sur toutes les têtes un peu récalcitrantes. Mais par contre, le bâton, quand même, d'une certaine rigueur, d'un certain contrôle, c'est vraiment nécessaire. Bon, c'est vrai que quand un petit ne comprend pas, quand les chicotes, etc., déjà, il s'interroge, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Bon, c'était une manière, n'est-ce pas, de corriger, n'est-ce pas, les enfants. Bon, on a dit, il ne faut plus ça, mais ça suppose que dans les sociétés, surtout occidentales, il y a quand même d'autres mécanismes qui permettent, n'est-ce pas, aux enfants de prendre, n'est-ce pas, le bon chemin. Mais bon, chez nous, c'est vrai que quand il n'y en a plus, comment vous allez faire, hein? Les enfants se croient tout permis. Donc, bon, je ne serai pas pour le retour du bâton physique à l'école, mais par contre, je suis pour quand même une certaine rigueur dans ce que, n'est-ce pas, est la manière dont on enseigne. Et ça, je crois qu'il y a besoin vraiment de renouveau. C'est vrai, Sango parlait tout à l'heure, n'est-ce pas, de cette loi sur l'éducation, la loi d'orientation de 2007, qui parle, n'est-ce pas, d'éducation holistique, c'est-à-dire, n'est-ce pas, de tout homme et de tout l'homme. Tout homme, c'est-à-dire personne ne doit être laissé de côté. Et de tout l'homme, c'est-à-dire tous les aspects concernant l'homme sont concernés. Donc, il n'y a pas que la tête pour le savoir, mais même l'éducation physique aussi, parce qu'on vous éduque, etc. Et puis, quand on dit l'homme aussi vit en société, toutes ces valeurs-là doivent être des éléments transmis à l'école. Donc, vraiment, il faut prendre ça tout le temps. Mais quelquefois, on copie, n'est-ce pas, les choses qu'on a vues ailleurs, on met sur le papier, mais la réalité de l'application, ça ne suit pas. Monseigneur, est-ce qu'il faut le retour du bâton à l'école? Le retour du bâton, non. Le retour de la sévérité, le retour de la rigueur, oui, certainement, parce qu'on ne peut pas laisser un enfant faire tout ce qu'il veut. Parce qu'un enfant qui n'a pas appris, j'allais dire, à se soumettre à un certain nombre de contraintes, mais plus tard, vous ne le soumettez à rien. Et vous ne l'avez préparé à rien du tout, même pas pour une vie familiale. Si dans une vie familiale, on n'est pas capable de compromis, on n'est pas capable de dialogue, on n'est pas capable d'écouter les autres quand ils parlent, vous ne pouvez pas vivre ensemble et vous ne pouvez rendre service à personne. Donc il y a un minimum pour l'éducation. Il faut que les enfants apprennent à écouter quand on leur parle, à parler quand on leur demande de parler, à faire attention pour se taire quand on leur demande de se taire. Il faut un minimum de silence, qu'ils apprennent à tenir compte des autres. Parce qu'en fait, toutes ces valeurs-là, savoir écouter, c'est parce qu'il faut apprendre à tenir compte des autres. La cohésion sociale, la cohésion familiale, c'est à ce prix-là. Monsieur Sango, est-ce qu'il faut, en plus du bâton moral, est-ce qu'il faut le bâton physique à l'école, même s'il y a les droits de l'homme qui... Oui, c'est vrai qu'avec la fameuse convention sur les droits des enfants, ça pose problème. Mais je pense que si on va dans le sens de ce dont le professeur Sanou, de ce dont Monseigneur a parlé, si on va dans ce sens, je crois que ce qui manque, c'est la rigueur, vraiment. C'est la rigueur, la fermeté, et puis une bonne réforme des programmes. J'ai entendu dire que, par exemple, l'éducation civique et morale est supprimée dans les programmes d'enseignement. Bon, comment on peut faire ça? Bon, par exemple, les enfants des Nagaré, ça nous a choqués, à gauche, à droite. Mais je dis, on se ment en nous-mêmes. Parce que les enfants, ils nous donnent ce que nous leur donnons. On ne peut pas leur demander ce qu'on ne leur a pas donné. Parce que tout ce qui est promu au plan national et tout ça, c'est des comportements qui ne sont pas civiques. Et les enfants, ils sont là, ils voient. Le problème, c'est que ce qui est mauvais, ils apprennent ça avec une certaine facilité. Remettons-nous en cause. Retournons de là où, voilà, on sait. Et je pense qu'avec cela, on pourra évidemment apporter des réponses à un certain nombre de problématiques qui se posent à nous. Mais je ne suis pas... Parce que le bâton physique aussi, finalement, on a abouti à sa suppression parce que, bon, voilà, ça crée beaucoup de problèmes. Moi, j'ai vu des camarades qui ont quitté l'école simplement à cause du bâton physique. Voilà, ils sont tellement terrorisés. Hein, leur père, leur oncle était le maître, mais ils étaient tellement tabassés parce que tel problème ils ne comprenaient pas. Bon, ces gens, ils ne sont plus jamais rien devenus. Donc je crois que non, c'est pas nécessaire. Voilà.
si les familles sont beaucoup plus soudées, beaucoup plus unies. Il y a toutes ces réflexions. Hein, voilà. Alors, au niveau national, il y a également cette question des Kogluero qui divise en ce moment. Leur implantation a été refusée dans le Grand Ouest par les autorités locales. Monsieur Batiuno, est-ce que vous êtes en matière d'actualité? Comment vous appréciez cela? Oui, je pense qu'à ce niveau, il y a un véritable travail à faire parce que nous assistons à des dérives de ces groupes d'autodéfense-là et il appartient véritablement aux autorités de prendre les dispositions qui s'imposent parce qu'il y a des forces qui sont constituées pour assurer la sécurité et il n'est pas du devoir, il n'est pas du rôle de ces groupes-là d'intervenir, d'interférer dans les missions des forces régaliennes. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a véritablement un travail d'encadrement à faire et faire en sorte que ces groupes d'autodéfense agissent selon les règles de la République. Alors, professeur, on a parlé d'encadrement de ces groupes d'autodéfense. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je crois que le phénomène a surgi, ne soit parce qu'effectivement, il y avait des frustrations qui étaient là et les gens se sont dit, bon, mais on va s'organiser de cette manière-là. C'est une première étape, à mon avis. Mais je pense que le travail de fond doit être réalisé, à savoir encadrer davantage les populations et les enfants dès le bas âge. Et encadrer aussi tous les citoyens d'un même village, d'une même communauté, etc. Et là, j'allais dire, il y a un travail, parce que si on veut un renouveau démocratique, comme vous allez souligner, il faut un changement de mentalité. Parce que les gens, sinon les responsables, c'est à eux de tout faire. Nous-mêmes, on n'est que des bénéficiaires. Parce qu'on a voté, alors donc maintenant, quelquefois même, nous sommes, n'est-ce pas, des agents qui poussons à la corruption. Parce que nous avons lu, n'est-ce pas, quelqu'un, il faut que maintenant, qu'en retour, il me donne quelque chose. Et si nous mettions ça, finalement, d'abord, on dévie la politique de son sens, n'est-ce pas, vraiment, de travailler pour le sens de la cité, le bien-être de tout le monde. Alors donc, les partis politiques deviennent des espèces de ghettos où chacun s'enferme pour d'abord arracher le pouvoir et puis se partager ce qu'ils espèrent être des avantages, etc. C'est terrible. Il faut qu'il y ait ce travail, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Sinon, le danger, n'est-ce pas, c'est de voir que ces groupes de défense-là, finalement, s'érigent en justiciers. Et ça, c'est vraiment pas bon. Parce qu'il y a des structures institutionnelles qui sont là pour assurer, n'est-ce pas, ce travail. Bon, qu'ils puissent, ne soit appuyer, d'accord, mais pas au sens, ne soit uniquement de nous sanctionner, de nous réprimer, etc. Mais il y a un travail qu'il faut qu'ils acceptent de faire à la base, éduquer, ne soit les populations. Là, ouais. Monsieur Sango, qu'est-ce que le juriste, l'homme de droit dit? Moi, j'ai un point de vue sans concession. Hein. Je ne suis pas même à 1% de degré favorable à ces forces d'autodéfense. Je dois rappeler que ce n'est pas seulement dans le Grand Ouest qu'ils sont refusés. Hein. Je sais que dans le Sahel aussi, on ne les veut pas. Parce que j'ai animé une conférence à Seba, il y avait le commandant de brigade et tout ça. Après, il m'a dit non, que là, les populations ont dit qu'ils n'en veulent pas. Vous partez vers Gorom, on n'en veut pas aussi. Voilà. Alors, je pense qu'il n'y a pas un bon juriste qui va accepter que des individus, avec tout ce que ça donne comme type de comportement. J'ai entendu un des responsables a dit que même si on doit tuer 1 million de Burkinabés pour qu'il n'y ait plus de voleurs, est-ce qu'il a connu une société où il n'y a pas de voleurs? Bon, voilà. Je crois que le rôle de l'État, ce n'était pas d'aller dire qu'on va les encadrer. Surtout qu'ils ont existé là, jusqu'à... C'est quand il y a commencé à avoir des dérives qu'on a commencé à en entendre parler. Ils s'organisent entre eux. Chaque fois qu'ils se mettent en marche de la loi, mais la loi s'applique à eux. Sinon, pour le reste, je pense que c'est un faux fuyant et il appartient aux forces de défense et de sécurité. Et tout le monde sait quels sont leurs problèmes. Partez là où les gens étaient, où on a attaqué nos jeunes policiers, il n'y a pas quelques jours là, ils n'ont pas de bonne moto pour se déplacer, ils n'ont pas de carburant pour se déplacer, c'est même pas sûr que les Kalachnikovs qu'ils ont, ça fonctionne très bien. On n'a jamais commencé à régler cela et on dit non que subitement ils sont incapables d'assurer la sécurité des populations. Moi je ne crois pas. Il faut commencer par là d'abord. Donc je ne suis pas évidemment favorable au colonie.
Monseigneur, quelle est votre position? Qu'est-ce qu'il faut faire dans le sens de l'unité nationale et de la cohésion? Dans le sens de l'unité nationale et de la cohésion, j'allais dire, en fait, si vous voulez, ces groupes-là avaient existé, n'ont pas posé de problème. Subitement, ils posent problème, certainement parce que le contexte a changé, les enjeux qui sont là ne sont plus les mêmes, et n'ont pas réussi non plus à s'adapter au changement, j'allais dire, qui s'est produit, et donc effectivement, il y a un dérapage et on ne sait pas quoi faire. Sinon, j'allais dire, ce sont des groupes, comme on les appelle des groupes d'autodéfense, ça veut dire qu'ils sont issus de la société. Donc généralement, ça sort d'une société qui en veut, qui l'a trouvé comme un moyen efficace pour assurer un minimum de sécurité. Mais aujourd'hui, est-ce que ces groupes d'autodéfense peuvent être autre chose qu'un rôle de vigilance? Aujourd'hui, on parle de djihadistes et puis de tout. Moi, je crois qu'une vigilance sociale confiée à des groupes comme ceux-là, on se connaît dans le village. Tiens, un étranger est venu, on commence à être vigilant, on signale, on se dit, il faut quand même observer, il faut être vigilant, il faut regarder. Il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire. Mais en fait, comme on le dit, ils n'ont pas non plus à se substituer, j'allais dire, à la loi qui est là. Il y a une loi, mais en fait, si j'allais dire, si ces groupes d'autodéfense se donnaient un rôle de vigilance partout où ils sont, et une vigilance partagée par la population, je pense que les phénomènes d'infiltration par les djihadistes, par des mauvaises personnes ou ceci, seront des choses qui se maîtriseraient beaucoup plus facilement. Et c'est pour toutes ces choses où, j'allais dire, les populations veulent de quelque chose. L'État qui est là se révèle un peu défaillant pour de multiples raisons. Les populations trouvent une solution. Il faut seulement être prêt à s'adapter et à maintenir toujours ces groupes au service de la société, parce que c'est au service du bien commun. On n'a pas le droit, j'allais dire, d'admettre des groupes même d'autodéfense qui vont contre le bien commun. Voilà. Alors, M. Bationo, on a fait le tour de la cohésion sociale et des actions pour ou contre cette cohésion sociale. Qu'est-ce que individuellement chacun peut faire? Oui, je pense qu'individuellement, déjà, chacun doit savoir que nous vivons en société. Et lorsqu'on parle de vie en société, il y a des règles minimales qu'il faut respecter. Donc, on a parlé un peu de la question de l'incivisme. Il faut s'imposer une conduite qui cadre avec les normes sociales. Ça, c'est déjà un élément fondamental. Nous voyons aussi qu'il y a de plus en plus la montée de l'individualisme dans nos sociétés. C'est très dangereux parce qu'aujourd'hui, l'argent est érigé comme une valeur de référence. Et là, lorsque une société est bâtie sur ces principes-là, ça pose des problèmes. Donc, il va falloir également justement voir à ce niveau pour changer le paradigme là, parce que effectivement c'est important pour pouvoir établir des relations cordiales qui ne sont pas basées uniquement sur l'argent, mais sur des valeurs très fortes. Professeur, vous avez dit tantôt qu'il ne faut pas tout attendre de l'État. Qu'est-ce que chacun peut faire? Oui, parce que l'État est là, c'est vrai qu'il nous représente, c'est nous qui l'avons mis en place, etc. Mais lui aussi, il compte sur la contribution d'un chacun pour que la vie sociale soit menée correctement, la vie sociale, la vie économique, etc. Alors, je pense que chacun à son niveau doit d'abord faire son travail. Et en toute responsabilité, en toute honnêteté, en toute intégrité, etc. Mais là, ce sont des éléments qui ont tendance à s'effriter parce que les gens cherchent le chemin le plus court pour arriver rapidement, accumuler, même sans travailler. Donc, je crois que ça, il faut vraiment combattre ça. Et je pense que la société civile, bien organisée, devrait attaquer ce genre de problèmes. Bon, ce n'est pas s'organiser juste pour protester, etc., mais en même temps, éduquer. C'est vrai qu'il y a des structures qui s'y efforcent, mais j'allais dire que pratiquement toutes les structures de la société civile devrait s'impliquer d'une manière ou d'une autre à éduquer les gens, à se prendre en charge, etc. Parce que les électeurs, il faut dire la vérité, comme je l'ai dit à un moment donné, une fois les élections passées, là, ce sont eux-mêmes qui ont tendance, n'est-ce pas, à dévier les dirigeants, n'est-ce pas, du chemin sur lequel ils s'étaient engagés. Monsieur Sango, qu'est-ce que individuellement chacun peut faire? Vous avez parlé de responsabilité de la famille, des parents et des enseignants. Qu'est-ce que chacun peut faire?
C'est d'être le changement qu'ils souhaitent. Voilà. Sauf que le plus souvent, on est très exigeant vis-à-vis des dirigeants, mais avec soi-même, on ne l'est pas. Bon, je pense que si chaque Burkinabé, en se réveillant le matin, il décide de respecter la loi, quel que soit là où il se trouve, et le cas le plus emblématique, c'est le feu, déjà. J'aime dire aux étudiants, aux élèves à l'ENAM, que celui qui est incapable de s'arrêter à un feu rouge, je ne vois pas comment il ne peut pas être corrompu s'il accède à un poste de l'administration. Ce n'est pas possible. Parce que ça, c'est moins compliqué pour lui, là. Et puis, c'est pour sauver sa vie. Alors, donc, je pense qu'il faut, si individuellement, les gens ils commencent à se dire qu'on n'a pas besoin forcément d'attendre que le président de l'Assemblée nationale commence à respecter la loi avant que... Et c'est le raisonnement qu'on a. Les gens, ils pensent parce que les gouvernants font ceci, et ils doivent se mettre en retrait de la loi. C'est vrai qu'eux, ils ont une grande responsabilité, mais ça ne justifie pas les violations de la loi auxquelles nous assistons. Si nous restons dans une logique comme ça, donc moi, je pense que c'est d'abord un combat individuel, on va le régler au niveau de la famille, au niveau de la petite communauté dans laquelle on est, et progressivement, ça peut prendre. Monseigneur, quel serait selon vous le comportement idéal pour qu'il y ait la cohésion sociale au Burkina Faso? Le comportement idéal serait que vraiment chaque Burkinabé s'engage à être véritablement Burkinabé, c'est-à-dire intègre, digne, fier d'être Burkinabé. Et dire que, vous voyez, en Allemagne, ils sont réputés comme étant stricts. Mais qu'est-ce que c'est? Vous voyez un feu rouge, l'enfant doit traverser, l'enfant s'arrête. Il n'y a rien qui passe, mais il s'arrête, il regarde le feu. Il va passer quand le feu sera vert. Il est arrivé quelquefois, bon, une grande personne qui arrive, qui regarde, il n'y a rien qui s'engage. Bon, l'enfant tout de suite, il sursaute et puis il dit à sa maman, maman, et puis il indique le feu. Bon, et en fait, ça fait honte. Vous revenez, vous arrêtez à côté de lui. Vous attendez que le feu soit vert et puis vous passez. C'est ce type de comportement-là. On l'a vu le lendemain de l'insurrection. Nous avons tous ressenti comme un sentiment de fierté de voir les jeunes ressortir pour nettoyer la ville. On a été fiers et je pense que même pour le monde international, il dit, mais enfin ces gens-là, qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont semé le désordre partout, la saleté, et puis non, ils sont sortis, ils ont tout nettoyé. C'est une question de fierté. Si on le faisait, on peut le faire, on l'a fait pour ça, on peut le faire pour les feux. On peut le faire pour la circulation, se donner de la fierté à respecter un feu, se donner de la fierté à s'aligner pour monter dans un bus, se donner de la fierté en se disant, nous, au Burkina, on veut faire ceci, on veut faire cela. Et c'est ça qu'il faut transmettre en fait aux enfants, de façon à ce que les quelques-uns qui au début encore disent, bon, ils s'en foutent, bon, se rendent compte que leur nombre diminue de plus en plus, et puis à la limite, bon, ils devraient éprouver comme un sentiment de honte au lieu de montrer de l'arrogance. Parce qu'aujourd'hui, notre incivisme, c'est grave parce qu'il est doublé d'arrogance. Et quitte là, alors bon, on vous bouscule parce que vous voulez respecter un feu, vous dérangez tout le monde. Alors qu'on pourrait mettre tout simplement notre fierté. Bon, en tout cas, au Burkina, au feu rouge, on voit, tout le monde s'arrête. Et qu'est-ce que vous dites aux parents qui remorquent leurs enfants pour brûler le feu? Je leur dis, ben, non seulement ils se montrent inciviques, mais le problème c'est qu'ils mettent en danger les enfants qui sont derrière, parce que l'enfant il croit que le comportement de maman ou le comportement de papa est bon. Et demain, c'est qu'on va vouloir les gronder en disant « Ah, mais tu ne pouvais pas faire attention ». Et mais moi, à chaque fois que mon papa m'a remorqué, on a toujours fait comme ça. Et c'est ce jour-là qu'on veut se plaindre. Alors qu'il dit tout simplement, j'ai appris ça derrière la moto de mon papa, derrière la moto de ma maman. Et je pense que c'est ça qui doit cesser absolument. Quand on a remorqué des enfants, il faut s'imposer de respecter le code. Sinon, demain, on les met en danger. Les mesures coercitives, la répression ne peuvent pas être la solution pour créer la cohésion sociale. Parce que la répression
Au début, elle peut créer la peur, mais pas la conviction. Il faudrait qu'il y ait une culture de la justice sociale dans notre pays. Et cela ne s'acquiert pas spontanément. C'est à travers l'éducation en famille, à l'école, dans les universités et partout qu'on prodigue à nos enfants qu'on peut bâtir ce sentiment d'appartenance à une nation, même si elle est en construction. Et que les citoyens, en retour, se sentent protégés, qu'il y ait une égalité de change dans la vie de tous les jours dans notre pays. L'Assemblée nationale a déjà adopté des lois qui encadrent la vie en commun dans notre pays. Et ce sont ces lois, justement, ces règlements qui ne sont pas respectés. La paix, c'est comme la fondation. Sans la paix, on ne peut pas promouvoir quoi que ce soit, ni adorer notre Seigneur, ni produire. Si on se respecte, chacun accepte l'autre, on vivra en paix. C'est-à-dire, accepter l'autre, c'est-à-dire, tu es musulman, tu respectes les autres confessions religieuses, et aussi les autres, si vous respectez et vous vous aimez, et vous essayez de vous aider, de vivre ensemble, c'est seulement la paix. Les gens qui prétendent dire qu'ils sont musulmans, qui commettent souvent des actes criminels, répressionnels, et puis souvent des actes barbares, ce n'est pas des musulmans, ce n'est pas des extrémistes musulmans, mais c'est des terroristes. Et je me fais un appel aux jeunes seulement de rester vigilants, que toute personne qui comprend sa religion doit aimer les autres. C'est à nous, Burkinabés, de préserver cette paix. Nous devons ouvrir nos yeux et savoir que cette paix que Dieu nous a donnée, nous devons la cultiver. Nous devons la mettre en pratique pour que notre pays vive, afin que nous puissions aussi nous réjouir de la bénédiction que Dieu nous a donnée. Alors que chaque personne, chaque individu, chaque responsable religieux, chaque responsable politique, chasse réellement qu'il a un devoir à jouer, à communiquer, à sensibiliser, à se battre pour que la paix règne dans ce pays. Ce qui nous manque fondamentalement, c'est l'esprit de la famille, l'amour de la famille, l'amour du bien commun. Et deuxièmement, l'esprit de service. Pour l'Église, l'autorité, toute autorité n'est rien d'autre qu'un service. Il faut aimer le bien commun, se dépasser pour penser aux autres et accepter de servir. Nous invitons tous les fils et filles de Burkina Faso à s'unir, à œuvrer ensemble pour bâtir un Burkina nouveau, un Burkina de justice et de pardon véritable, un Burkina de tolérance et de solidarité, gage d'une cohésion sociale forte et d'une réconciliation vraie, gage d'une paix véritable et durable. Dieu bénisse tous nos efforts, Dieu bénisse le Burkina Faso. Merci à tous d'être venus. C'est la fin de cette émission. J'ai reçu pour vous l'archevêque de Bobo-Dioulasso, Monseigneur Paul Ouédraogo, Monsieur Abdul Karim Sango, le journaliste et communicateur chef de projet à l'OCADES Arsène Flavien Bationou et le professeur Fernand Sanou. Avec eux, nous avons parlé des enjeux de la cohésion sociale dans un contexte de renouveau démocratique au Burkina Faso. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur la RTB. À bientôt.